Sébastien Lebeau, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié à nos auditeurs de chersclient.tv de venir nous parler de votre entreprise, Comptoir de l'Homme. Vous êtes le fondateur, le cofondateur de Comptoir de l'Homme. Ça s'est passé il y a combien de temps ça? Ça s'est passé en 2005. L'idée a germé en 2005. Pour faire un petit calendrier, la société a été créée en décembre 2005. Comptoir de l'Homme, c'est avant tout un site du même nom qui s'appelle comptoirdelhomme.com, sur lequel nous distribuons des produits de soins cosmétiques et des parfums pour hommes. Et donc ce site a été lancé lui en février 2006. Avril 2008, ouverture d'un premier point de vente, rue de Tournon, dans le 6e à Paris. L'aventure continue, on est en 2010, donc on vient de célébrer les 2 ans de la boutique et les 4 ans révolus du site internet. Alors, ça s'est passé comment? Vous faisiez quoi avant de faire ça? Comment vous avez venu cette idée de monter ce site internet? Site internet. Bon, d'abord, je faisais quoi avant? J'ai un parcours un peu comme beaucoup d'entre nous, école de commerce, et j'ai commencé par, on va dire, par travailler dans le monde financier, puisque j'ai commencé par 4 ans d'audit dans l'un des Big Six à l'époque, ouais. Il y en a plus de 4 je crois. Et ensuite, je suis tombé très rapidement, à l'âge de 28 ans, dans la direction financière, par des concours de circonstances. Et avant de créer Comptoir de l'Homme, j'étais en fait directeur de la zone Europe du Sud, directeur financier de la zone Europe du Sud, pour une société française, filiale d'un groupe américain. Dans quel domaine? En l'occurrence, la société s'appelle Axiom, oui, qui est en fait en France la réunion de la société qui s'appelait initialement Claritas et Consodata. D'accord. Donc spécialisée dans les données socio-comportementales, location de fichiers et études que l'on bâtit autour de ça. Ouais. Très belle aventure d'ailleurs. Très belle aventure, ouais. Que j'ai quitté donc. J'ai en gros fait une crise de 40 ans à 35. Très précoce. Voilà, et pourquoi? Parce que, à titre personnel, les perspectives que m'offrait cette profession n'étaient plus en adéquation avec moi, d'autres talents, donc indépendamment de la fonction de la société. C'est juste que j'avais beaucoup d'autres choses et c'est peut-être l'envie d'entreprendre qui s'est réveillée un peu tard. Et puis le caractère, et mon associé c'est pareil, on n'est pas du genre à vivre dans le confort, quoi. Tout à coup on se retourne, on a 35 ans, j'avais une belle situation, je gagnais bien ma vie, so what, j'ai besoin de plus que ça et que ma vie ne s'arrête pas à 35 ans, quoi. Donc, alors voilà, cet associé, il faisait la même crise au même moment, au même endroit ou... On travaillait en fait ensemble chez Axiom, ouais. Lui était l'équivalent de DGA, si vous voulez, puisque l'activité était divisée en 2 business units. Et lui, Charles Borny, je peux le citer, dirigeait l'une des business units sur toute la partie, notamment de fichiers, que ça aille de la collecte aux statisticiens, en passant par les équipes commerciales, qui, l'air de rien, étant quand même un actif, le fait d'avoir travaillé dans ce secteur d'activité quand on passe sur Internet. Parce que la gestion des bases de données et ce qu'on peut en faire et la valeur que ça a, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Et ça, j'imagine. Donc vous vous êtes lancé. Pourquoi sur ce domaine? Analyse stratégique sectorielle ou d'où particulier? Il faut un peu d'affinité quand même. Oui. Je pense que c'est un peu compliqué de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans avoir un minimum d'affinité ou d'envie. Surtout, Charles comme moi, on travaillait, le secteur d'activité dans lequel on travaillait avant, c'était du B2B. Donc l'un comme l'autre, on avait envie d'aller toucher le client final, de faire du B2C, Internet, parce que le canal de distribution Internet, alors c'est vrai que vous entendez encore des gens dire l'électronique c'est l'avenir, je vous avoue que ça me fait super peur. Parce que l'ère du e-commerce, la question ne se pose même plus de savoir si le e-commerce a un avenir ou pas. C'est qu'on a voulu prendre position dans le e-commerce sur un secteur d'activité sur lequel c'était, alors, développer un petit peu ce qu'on fait, mais c'est un secteur d'activité où ce n'était pas encore très
très évident. Oui, oui, oui. Voilà, et en revanche logique par rapport à la cible que l'on touche, qui sont les hommes. Et puis voilà, l'idée a germé parce que globalement, c'est toujours un peu le cas, mais quand vous donnez 2-3 chiffres, quand on s'est lancé, on s'est rendu compte que le marché des cosmétiques et du parfum, au sens large, hein, pour hommes traditionnellement dans une parfumerie, donc que ce soit du soin ou du parfum, globalement tout ce qui est dédié à l'homme représente bon an mal an 10%. 10%, alors qu'à côté de ça, vous voyez bien qu'il y a une vraie opportunité business, que les marques ont quand même lancé il y a énormément d'offres qui est apparu, parce que c'est un marché d'offres, il y a énormément d'offres qui sont apparues, des investissements publicitaires assez importants. Enfin voilà, qui n'a jamais vu la tête de Michalak sur un abribus, pour une marque que je ne citerai pas, mais je pense que tout le monde identifie. Et nous on s'est dit donc il y a 10% et il y a un boulevard, quoi. Enfin, globalement, en revanche, on s'est dit qu'il faut adresser ce marché correctement. Parce qu'effectivement, énormément d'investissements, enfin des développements, puis on se dit, c'est 10% du marché. Et vous voulez dire par là que les investissements font plus de 10%. Donc le retour sur investissement était auparavant moins fort dans la partie homme que dans la partie femme. Là, je ne saurais pas vous répondre. Ce que je vais dire, c'est que il y a une marge de progression de 40%. De toute façon, il y avait de la marge de progression et que c'était, même pour les marques, c'est une vraie opportunité puisqu'elles n'ont pas hésité à développer des lignes hommes qu'elles continuent de développer, qu'elles continuent d'étoffer et de supporter d'un point de vue publicitaire et médiatique. Voilà. Donc partons de ce constat. Charles et moi, en fait, on a un peu analysé à la fois le marché, on a fait des études autour de nous, et on s'est dit que finalement personne n'avait pensé au canal de distribution. Parce qu'en parlant, et quand on parle du besoin spécifique des hommes, alors une fois qu'on vous a dit que les hommes avaient la peau plus épaisse et que les hommes se rasaient, c'est pas suffisant pour eux. Là, il y a 2 scoops là, quand même. Voilà. On le lit encore. C'est pas comme principe fondateur d'un concept marchand, d'une réalité marchande, c'est pas suffisant. Et en fait, jusqu'à présent, nous, ce qu'on a constaté, et c'est le pari qu'on a joué, c'est que jusqu'à présent, c'est comme si pour les hommes, l'offre était accessible. C'est comme si vous avez ouvert un banc dans le vestiaire des femmes. Donc ça peut être sympa 5 minutes, mais à un moment, ça se passe plus de la même façon. Et en fait, nous, le pari qu'on a fait, c'est que tout avait été jusqu'à présent basé sur les codes féminins. Mais les codes féminins, qu'ils soient à la fois en termes d'expertise, en termes de relation au produit, parce que les femmes sont plus dans la recherche de l'expérience sensorielle, par exemple, alors que l'homme vient chercher une solution à un problème. Donc, il y a un problème d'adéquation à un moment de l'univers marchand et des attentes du client et du consommateur. Et puis quelque chose de très discriminant aussi, c'est le mode d'achat. C'est pas pour un homme aspirationnel d'aller le samedi après-midi, où en général il n'y a pas trop de monde, en plus s'acheter un produit. Donc nous, on est reparti des attentes de l'homme, on est reparti du client pour bâtir comme principe fondateur de Comptoir de l'Homme ses attentes, comment il achète, qu'est-ce qu'il vient chercher, qu'est-ce qu'il attend, et on le fait évoluer comme ça. Parce que nous, notre premier contrat, il ne faudrait oublier que le premier contrat de la distribution est avec le client. Et qu'on a une responsabilité vis-à-vis du client en créant, en lui proposant, enfin, c'est là où on arrive sur le service finalement. Mais je veux dire, il faut qu'on s'adapte et qu'on crée de la valeur pour le client et non plus l'inverse. Enfin, la période où on pouvait faire avaler tout et n'importe quoi. Donc vous dites que l'homme ne va pas acheter des produits cosmétiques, de soins, de parfumerie de la même manière qu'une femme. Et donc, c'est logiquement qu'il faut qu'il ait son propre espace parce que ça doit correspondre à ses codes et à ses modes de consommation. Exactement, les codes ne sont pas les mêmes. Alors ça donne quoi? La différence, on la sent comment?
quand on arrive sur votre site par rapport au site de Sephora ou par rapport à d'autres, qu'est-ce qu'on ressent comme différence? D'abord, la page d'accueil, vous avez beaucoup moins de maquillage que sur le site de Sephora, évidemment. C'est-à-dire que vous entrez dans un univers qui est masculin, d'abord. Donc il n'y a pas de référence, et c'est normal puisque ça a été bâti pour la population masculine. Pour nous les hommes, pour reprendre la signature d'une marque connue, en fait, la différence, c'est que d'abord c'est la nature des produits, les codes, les couleurs, et en fait, il faut comprendre que, alors effectivement, il y a des hommes qui sont déjà des experts, qui l'utilisent depuis des années, il y a des gens qui sont réfractaires, voilà. Je vous donne un peu la position générale, c'est que aujourd'hui les hommes ont compris que les produits cosmétiques, effectivement, c'est bien et ça marche. Voilà. Et que du coup, dans les marques qui existent, dans les produits qui existent, on peut trouver la réponse, le produit qui correspond au problème qu'on veut résoudre, à la solution, à la réponse qu'on recherche. Du coup, on a une entrée notamment par le bénéfice ou par le conseil. On le voit beaucoup donc, dans notre point de vente aussi, où les hommes en fait viennent pas chercher, comment vous dire, ils viennent pas chercher un éclaircissant de visage ou une crème de jour ou je sais pas moi, ou un éclaircissant de cerne. Ils viennent chercher un produit qui font qu'ils vont pas avoir des valises comme ça le lundi matin sous les yeux parce qu'ils ont une réunion, qu'ils en ont ras-le-bol que leur femme leur dit t'es blanc comme un linge, donc ils veulent avoir bonne mine, et que vous savez comme moi que quand on se rase, parfois c'est extrêmement désagréable d'avoir des petits boutons ou des points incarnés et on se coupe et ça va bien. On peut faire des choses contre ça, pour limiter ça. Et donc il y a une approche assez pédagogique, enfin pédagogique, je ne veux pas être... mais l'entrée sur le soin est vraiment par le conseil. Alors après, les gestes soins qui sont connus, et puis les hommes vont peut-être nous poser d'autres questions pour d'autres questions à résoudre, d'autres solutions à trouver, et du coup ça se traduit sur l'univers et l'organisation et l'ergonomie du site lui-même. Donc votre site, c'est l'entrée par le conseil? L'entrée par le conseil, c'est-à-dire qu'il y a du conseil partout, enfin c'est-à-dire qu'il y a du conseil. Mais bien sûr, si je viens pour la 20e fois, je vais directement au produit qui m'intéresse parce que je le connais, etc. Mais est-ce que c'est un univers où on peut accéder par Internet dans la mesure où il s'agit de crème, il s'agit d'odeur, il s'agit d'affinité avec l'odorat, et que l'odorat jusqu'à présent sur Internet, c'est pas extrêmement simple. Comment vous avez traité ça alors? Alors, il y a différentes choses. C'est que, alors pour l'odorat, je vais y revenir, puisque la structure de notre offre parfum telle qu'elle est disponible aujourd'hui, en fait c'est achevé fin 2009, parce qu'il y a eu un bon travail derrière. Donc sur le parfum, je vous en parlerai après, mais tout d'abord il y a un système d'échantillonnage. Il faut savoir qu'on pratique ce qui s'appelle du smart sampling, c'est-à-dire que à la fin de votre commande, vous pouvez pas, ou vous ne voulez pas, mais vous avez en tous les cas la possibilité de sélectionner des échantillons qui sont ajoutés à votre commande, et c'est pas 5 échantillons qui se battent des fonds de stock. Hein. Vous avez, je sais pas, 80 échantillons du parfum, que vous pouvez ensuite trier. Donc on laisse quand même la possibilité aux gens de pouvoir tester. Ensuite, il y a effectivement en termes de contenu, et l'enjeu n'est pas le même sur le parfum, mais en termes de contenu, il est important aussi pour nous, notamment par le conseil, que vous renvoyez vers des pages produits où la description de l'univers de la marque, etc. sont importants pour apporter de la valeur. Je peux vous assurer que les fiches produits qui sont sur notre site sont parfois infiniment plus précises que ce qu'est capable de vous dire une vendeuse dans un réseau X ou Y. Hein. Alors, quand on parle de relation client, pour vous c'est essentiel, parce que là c'est quand même une sorte d'intimité. En même temps de renverser quelques codes, de changer le mode de consommation, d'ouvrir... Je ne sais pas s'il faut les renverser, c'est plus... je vais vous donner un exemple. Les journalistes n'arrêtent pas de me dire est-ce que ça veut dire que les hommes assument leur part de féminité?
foutaises. L'homme aujourd'hui assume son identité. Oui, il a envie d'avoir la peau qui ne lui pas, il a dans envie son espace à d'avoir lui. un look qui lui convient, etc. Il y a des attentes. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être quand même que la pression qui a été de tout temps exercée sur le physique et le look des femmes est en train de s'étendre à l'homme en disant voilà, il va falloir que vous ayez l'air performant, jeune, dynamique, etc. On va subir un peu cette pression-là aussi. Alors, certes, on est dans une culture de la séduction, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a peut-être effectivement une pression de l'environnement, et puis il y a quand même une grosse évolution, d'ailleurs à la faveur de l'évolution aussi des femmes, c'est-à-dire qui ont aujourd'hui un rôle politique, un rôle économique, et je trouve ça très bien, mais du coup, l'homme a aussi quitté son rôle. L'homme, jusqu'à présent, avait un rôle. C'était le père de famille, c'était la personne qui ramenait l'argent à la maison. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Il est plus à égalité et il absolument. va lui aussi devoir assumer sa part de rôle. Et il se retrouve finalement face à lui, non plus dans un rôle, mais comme sujet de sa vie. Ouais. Et avec tout ce que ça peut induire en termes de reprise de contrôle de son image, pardon, et d'adéquation entre son état d'esprit et ce qu'on veut, ce à quoi on veut ressembler, la façon dont on le traduit. Alors pour comptoir de... Alors j'avais une autre question qui me venait. Pourquoi comptoir de l'homme? Parce que ça ne dit pas beaucoup qu'on parle de cosmétique et de parfum. Ça aurait pu être autre chose, mais... Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une réponse. Voilà, je vous avoue qu'on a le nom... on a fait des séances de brainstorming pas croyables pour trouver le nom. Oui. Avec autant de fou rire, évidemment, parce que à la fin ça finit par délirer un petit peu. Et voilà, un jour on s'est dit, et pourquoi pas ça? Oui. C'est vrai que dans un magasin de parfumerie, il y a un comptoir. Et on en a parlé partout. Comptoir en plus, je trouvais que... Il y a un côté dialogue, un comptoir. Il y a le côté dialogue, et puis il y a le côté masculin, enfin le côté mec qui va avec ses copains au comptoir. Voilà, mais c'est sorti comme ça. Alors la partie relation client dans cette affaire, pour vous, c'est quoi le résultat d'une relation client qui sera réussie pour votre entreprise? Nous, c'est très clair. Nous, tout notre travail vise très clairement à créer et à instaurer une relation de confiance qui s'inscrive dans le temps. Et c'est vraiment notre credo. Donc c'est réussi si vos clients sont des consommateurs réguliers et fidèles. C'est un peu ce qu'on peut dire pour beaucoup d'entreprises. Oui, et donc c'est ça que vous allez mesurer. Est-ce que vous mesurez, par exemple? Est-ce que vous avez beaucoup d'idées de l'univers des bases de données, des segmentations, bien sûr, etc. on suit le taux de réachat de la base, etc. de façon... mais au-delà de ça, je reviens à ce que je vous disais en préambule sur la responsabilité en tant que distributeur. Nous, on a créé cette société, alors évidemment, business is business, mais et eu égard en plus aux produits qu'on distribue, la façon dont il faut les distribuer, c'est important que les hommes aient confiance, parce que par ailleurs, quand je dis une relation qui s'inscrive dans la durée, parce que les produits marchent, ça fonctionne et on a meilleure tête, etc. En fait, on comprend pourquoi on ne peut pas s'arrêter le jour où on en met, parce que quand vous en mettez, vous oubliez un matin de mettre de l'après-rasage, vous voyez bien qu'il vous manque quelque chose et vous voyez vous-même que vous avez une mauvaise tête. Mais en plus, quand je dis ça, c'est que la relation de confiance est toujours par rapport, nous, à la responsabilité que l'on a vis-à-vis du client. On ne veut pas lui vendre le produit sur lequel on a plus de marge, le produit qui va être discontinué, sur lequel on a plein de stock et qu'il faut sortir. On veut lui vendre le bon produit, le produit qu'il lui faut, le produit qui lui va, parce que, et pas forcément tout de suite, on le voit par exemple à la boutique, il y a des gens qui commencent par tel et tel produit, et qui reviennent, parce qu'ils sont convaincus, et ils reviennent et se disent, du coup, la relation de confiance s'instaure, parce que finalement ils se disent, ah c'est vrai que sur ces produits-là, par exemple, ça fonctionne, mais on m'a parlé d'autre chose, ça doit donc être vrai aussi. Et du coup, vous créez comme ça dans le temps une relation
mais qui est basée sur la confiance. Et cette relation, elle s'établit sur quel mode et quel canal? Ça se passe par... vous avez un espace de blog, vous avez un espace de wiki. Est-ce que les gens font part de leurs expériences? Pas encore. Donc ça, c'est... Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur le feu, je ne vous cache pas. Comment ça se passe? Bon, d'abord, on a un contact permanent avec nos clients à qui on envoie une newsletter, etc., toutes les semaines. D'accord. Pour leur présenter soit des nouveautés, soit des offres que les marques sont prêtes à mettre en avant pour faire découvrir, etc. Ça c'est segmenté ou c'est un peu tout le monde? Ou c'est selon les profils, selon ce qu'ils ont déjà consommé? On a déjà un certain niveau de segmentation et on est en train justement là en 2010 de démultiplier ces segments sur une base RFM bien sûr, hein, mais qui pourra peut-être après aller de façon beaucoup plus fine, parce que là pour le coup, venant des bases de données, on a quelques idées, mais effectivement à partir de 2010, là on est en train de justement tout mettre en place pour, même dans nos communications et nos contacts avec nos clients, avoir une approche beaucoup plus fine et plus adaptée en fonction du profil des gens. Donc ça c'est déjà notre premier support. La deuxième chose, est toujours dans le même esprit, l'idée c'est, pour les hommes, ce qui est important, c'est qu'on apporte de l'information pour qu'ils comprennent, enfin, pour les clients en général, à quoi ça de toute façon. On sort la semaine prochaine le premier catalogue Comptoir de l'Homme. Alors, le premier catalogue Comptoir de l'Homme, c'est pas un recueil de ce qu'il y a sur le site. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de faire un catalogue, puisqu'on trouve les produits sur le site. On a voulu apporter à nos clients, mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser à d'autres fins, mais en tous les cas, initialement, on a voulu apporter à nos clients une information d'une nature nouvelle et un support nouveau qui, là encore, va leur donner davantage d'éléments dans le choix des produits, dans le choix d'une marque. C'est plutôt conseil. C'est pas plutôt... Alors, il y a du conseil, oui. Il y a une proposition de produit, mais il y a aussi, par exemple, des publics rédactionnels des marques qui présentent leur marque autrement que j'ai les meilleurs produits du monde. Si une marque qui dit j'ai les meilleurs produits du monde, c'est du même niveau que l'homme a un besoin spécifique parce qu'il se rase pour moi. Oui. D'accord? On a dit ça, on n'a rien dit. Oui. L'idée c'est de laisser les marques s'exprimer pour aussi dire finalement quelles sont les valeurs que vous véhiculez, au-delà de la qualité des produits, pourquoi on achète vos produits plutôt qu'un autre, parce que au-delà du bénéfice, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu, à la fois culturels, à la fois géographiques, à la fois liés à vos habitudes de consommation. Vous êtes sportif, vous ne l'êtes pas, vous habitez en ville, vous habitez à la campagne. Donc on a voulu également que les marques puissent s'exprimer et délivrer donc une nouvelle nature ou d'information en tous les cas. Et ce rapport avec les marques, et ça s'est passé comment? Comment est-ce que les marques vous ont regardé? Merveilleux, une nouvelle ouverture, un nouveau canal, on va pouvoir développer, et donc c'est des partenaires qui se sont précipités, il a fallu se bagarrer pour les convaincre, comment ça s'est passé? Je vous avoue que la première fois en 2005, quand on est allé voir les marques avec Charles, on a dit on va ouvrir un site de distribution de produits, sélectif en plus, hein. Ouais. Distribution de produits cosmétiques pour hommes. Les gens nous ont fait, bien sûr. Bon. Et donc évidemment, tout le monde nous a dit, on vous laisse notre carte, recontactez-nous en se disant, si ce n'est que 2 mois après les avoir rencontrés, on avait une maquette interactive qui était prête, et que quand on leur a dit que ça sortait début 2006, ils nous ont rayonné, février 2006, ça sortait. Donc au départ, on nous a un peu pris pour tout débat, voilà, au tout début, et effectivement, il y a des gens qui nous ont avoué après, mais on vous donnait 6 mois. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien de clients, si c'est pas indiscret? Aujourd'hui, on a 30 000 clients actifs. 30 000 clients actifs, c'est des hommes? Ou est-ce qu'il y a aussi des femmes? J'ai envie de dire... Parce que dans une parfumerie classique, il y a autant de femmes qui achètent que leur mari. 20% de nos clients sont des clientes, pour reprendre... 20% sont des clients, d'accord. Mais ce qui est important, surtout, c'est que
alors je veux dire la palissade navrante, mais que 80% des acheteurs sont des hommes, c'est-à-dire que ça veut quand même dire que les hommes viennent chez nous, qu'ils achètent tout seuls, Oui. qu'ils décident et qu'ils choisissent, d'où l'importance, si vous voulez, de l'univers, des codes et même du langage. Hein. Il y a une question peut-être un peu de timidité ou de pudeur à aller dans une parfumerie classique pour poser des questions, etc. Là, ils se sentent plus entre hommes et à pouvoir poser des questions et, et manifester leur incompétence peut-être sur certains sujets. Je ne sais même pas si... parce que en fait, pour les hommes, ce n'est pas un sujet de conversation, très clairement. C'est pas un sujet de conversation. Donc il faut pouvoir, en revanche, leur donner l'information dont ils ont besoin, alors qu'ils ne vont pas forcément savoir le formuler. Et tout ça dans un univers qui leur est propre, où ils sont à l'aise, et le vocable est important. Le vocable est important parce que si vous demandez à un homme, vous utilisez une crème de nuit, une crème de jour, etc. Il a plus l'impression de piquer les produits de sa femme, quoi. Alors c'est encore le cas, hein. Oui. Il y a encore la marge de progression. Mais un homme, il faut lui demander, vous vous rasez comment? Est-ce que ça... Vous voyez, c'est un langage qui est très inscrit dans le bénéfice et la recherche de solutions. Voilà, un homme, il se poupouille pas, par exemple, les journalistes, mon homme se poupouille, etc. Je trouve ça limite d'ailleurs comme terme, mais aucun homme va dire ça de lui. Pour moi, ça relève plus de l'intimité que de la pudeur. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un sujet de conversation, les hommes aujourd'hui, effectivement, s'achètent des produits parce que vous allez avoir l'air plus jeune, toutes les raisons, etc. Oui. Et que quand on se rase, si ça se passe plus vite et que vous n'avez pas le visage en sang, alors que vous avez une réunion une heure après... Les marchands de rasoir vous expliquent que ça ne peut plus vous arriver, c'est avec 5 lames qui se rétractent et qui repassent derrière, etc. C'est presque difficile de se couper. Bien sûr, à condition qu'en dessous tout soit prêt. Oui. Voilà, c'est là où j'interviens. mais là, on a l'impression qu'en fait, il y a... Mais c'est très intime, ce que je veux dire, c'est que les hommes vont s'acheter des produits, mais ils ne vont pas en parler, il ne va pas y avoir de démonstration. Il n'y a pas un copain qui va dire t'as vu mon pote, j'ai trouvé ce truc-là, c'est génial. C'est le moment qui se passe dans la salle de bain. Comme un homme ne va pas raconter comment il passe sa douche, comment il prend sa douche, comment il se shampooine, etc. C'est le même univers. Pour moi, ça relève de l'intimité. Ça rend compliqué la communication, parce que effectivement, il faut parler d'un sujet dont on parle finalement très peu. Donc il va falloir que vous avez en quelque sorte ouvert un espace où l'homme va pouvoir faire son choix en toute tranquillité. Il n'est pas obligé d'aller dans un magasin pour parler de lui. Il peut aller dans le magasin pour acheter des produits, pour des cadeaux pour sa femme par exemple. Il pourra se prendre un parfum éventuellement, mais pour les produits cosmétiques eux-mêmes, il va plutôt pouvoir le faire sur votre espace à vous. C'est un peu ça l'idée. Oui, dans la boutique, même dans la boutique Comptoir de l'Homme. Il va y avoir combien de boutiques après? C'est une bonne question. On en a déjà ouvert une. Oui. Dans votre idée, c'est l'international, c'est... Alors à terme évidemment, oui. Donc on a un certain nombre de choses à mettre en place, puisque maintenant il faut aussi faire émerger la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Comptoir de l'Homme a l'offre, alors en soins, on a l'offre la plus large, la plus profonde. On a 90% des parfums disponibles sur le marché. Mais il faut savoir que le Comptoir de l'Homme va au-delà de ça. On n'est pas juste une enseigne de distribution dans laquelle il y avait des étagères et on a mis les produits des marques. Donc ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, et le catalogue en ça est déjà un premier pas, c'est faire émerger la marque, mais en travaillant notamment le contenu et en apportant toujours d'autres éléments connexes en fait, au secteur des cosmétiques qui peuvent justifier ou matérialiser le bien fondé de la proposition ou guider les gens un peu plus. Par exemple, donnez-moi un exemple. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, vous écrivez, vous mettez sur votre site, un exemple qui me vient comme ça. Comment se protéger pour les gens qui vivent par exemple à la montagne, etc. Vous écrivez un papier sur la vie à la montagne, etc. Et finalement, comment on se protège dans ce cas-là, quels sont les gestes à faire et quel type de produit utiliser. C'est contextuel en fait. Oui, mais à partir du moment où les gens comprennent,
et que vous avez un acteur qui est capable de vous expliquer quel type de produit il faut utiliser, par exemple en fonction de l'environnement. Bon, l'exemple est peut-être simple ou simpliste, mais c'est pour un peu matérialiser le propos. Mais tout à coup, quand vous avez la personne qui vous dit qu'il faut acheter tel ou tel produit pour telle ou telle chose, il y a peu de chances que vous allez l'acheter ailleurs, puisque vous êtes sûr que la sélection, on sait de quoi on parle. Oui, oui, oui. Vous savez que la Est-ce qu'il sélection. y a un côté coaching en quelque sorte? Est-ce que on est dans cette tendance du coaching de l'individu qui, passé un certain âge, va tout d'un coup se dire mon employabilité va dépendre pas mal de mon look, etc. Donc j'ai intérêt à faire attention, et donc c'est fini le gars prospère qui a un gros ventre et qui du coup inspire confiance. Maintenant il faut plutôt ressembler à James Bond etc. Je sais pas. Je ne m'inscris pas du tout dans la démarche du coaching. Oui. Parce que c'est quelque chose. Enfin, tous les cas comptoirs de l'homme, c'est absolument pas du coaching. Oui. Parce que je trouve que les gens sont responsables. Mais c'est plus au contraire. Je trouve que les hommes sont responsables. Mais il faut. Et donc, à eux d'acheter les produits qui vont. C'est plus leur donner les clés pour trouver des bons produits. Mais c'est eux. C'est-à-dire qu'on les aide. Si la démarche de dire acheter des produits. Ça commence par là, parce que beaucoup d'hommes achètent quasiment pas de produits. Donc ça veut dire que le motif pour acheter un produit, c'est se sentir bien, mais c'est aussi travailler le look qu'on offre à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est pas. Vous, c'est plutôt l'aspect confort? Non, aujourd'hui, c'est pas moi qui éduque le marché. Oui. C'est les marques, c'est les journalistes. Oui. Moi, effectivement, je suis distributeur. En revanche, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes clients, comme je vous le disais, et que je leur dois une qualité de service. Et le service, en l'occurrence, est rendu quand, à la lumière de la façon dont les hommes achètent des produits, effectivement, on les a guidés parce qu'on sait qu'ils viennent chercher des réponses, qu'ils viennent rechercher une réponse à une question, enfin la solution à un problème. C'est là où moi j'interviens. Mais le marché, c'est pas moi qui le fais. Quand vous dites les hommes, c'est l'homme lui-même ne va pas parler du fait qu'il en achète. On en parle partout en revanche. Oui, oui, oui. Mais c'est pas moi qui fais le marché. Alors la problématique après, c'est la logistique, parce que là vous êtes sur des produits qu'il faut livrer, oui. C'est des produits qui ont une péremption, donc c'est des crèmes, donc ça, Oui. les gens s'abonnent, c'est un peu ça le système, c'est-à-dire vous me livrez un tube de X, c'est ce produit-là tous les 2 mois, on choisit la fréquence. Non. C'est chaque acte d'achat est unitaire. Et, je ne peux pas le programmer pour que ce soit régulièrement non, après, effectivement, dans la gestion, dans le suivi de la relation avec le client, il y a un système de rappel, peut-être des achats qui ont été faits précédemment pour éviter de tout reprendre, mais il faut savoir que tous les produits qui sont sur le site sont disponibles. Oui. Donc on travaille avec une plateforme logistique qui réceptionne les stocks, qui gère le stock, mais qui expédie chaque commande chaque jour. Donc en fait, les hommes vont sur le site, font leur sélection, créent leur commande. Et ils peuvent se créer leur profil de produits, leurs produits à eux, en disant voilà, j'ai la crème, le parfum, type favori ou des choses comme ça. Oui, j'ai mon panier standard que je vais acheter tous les mois, par exemple, pour y revenir. C'est justement quelque chose qu'on est en train de finaliser, qu'on va mettre en place là. Oui, pour que voilà, oui, tout à fait. Je me simplifie la vie, j'ai ma commande qui part en automatique, sauf si je la retiens, etc. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant, mais il ne faut pas négliger non plus que le fait que les hommes, c'est pour ça que quand je vous parle de relation de confiance dans le temps, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a acheté un nettoyant visage et une crème hydratante. Donc effectivement, ça peut être intéressant, s'il est convaincu de retrouver ce produit-là, oui. Mais ça ne va pas forcément être du click and pay, parce que si ça a fonctionné, il va se dire ah mais j'ai vu qu'il y avait aussi des produits pour les cernes, etc. Donc si ça a marché, ça aussi ça doit marcher. Je peux compléter. Ah, il complète. Oui, il peut dire ce produit-là finalement il ne m'a pas bien plu, je vais le remplacer par un autre. Mais une fois que j'ai trouvé ce qui me plaît, je peux y revenir facilement, etc. Oui, alors ça fait partie effectivement des éléments facilitateurs, j'ai envie de dire, là qu'on est en train de mettre en place. Oui. Mais par rapport aux produits, vous seriez surpris. Hein. La typologie des produits, nos best-sellers, c'est pas du tout du gel de rasage ou de l'après-rasage. Hein. Oui. Pas du tout. Alors c'est quoi? C'est des produits. Alors, les marques disent des produits techniques, mais on vend beaucoup de produits, par exemple pour le contour des yeux, on vend beaucoup de produits nettoyants visage. C'est-à-dire que ce que je trouve qu'en termes de soins est très révélateur, parce que les hommes s'achètent des produits spécifiques alors qu'on serait tenté de croire qu'ils se débarbouillent, comme disait ma grand-mère. Enfin, vous voyez le côté je mets un peu de savon et encore.
et je ne me frotte le visage. Parce que acheter un nettoyant, c'est un vrai acte de soin quand même, un vrai geste de soin. Voilà, et puis, comment vous dire, les produits raffermissants pour le corps. Ah oui. Ah, puis là, c'est la saison. Ah c'est oui, la saison. Ça va être bientôt l'épreuve du maillot, comme on dit. Voilà, mais sans trahir de secret. Vous voyez, c'est pour ça. Et le profil de vos acheteurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on imagine, c'est-à-dire des cadras et plus, urbains, pressés, qui, voilà, ou c'est tout à fait autre chose? Alors, il y a deux choses intéressantes. D'abord, on a 55% de nos clients ont entre 25 et 40 ans. Et 20% entre 40 et 50 ans. Pas mal, enfin, c'est intéressant de le noter. Oui. Effectivement, le marché est très tiré par les plus jeunes, j'ai envie de dire, effectivement, qui ont été beaucoup plus sensibilisés, c'est générationnel, mais beaucoup plus sensibilisés à la consultation du dermato, à prendre soin de sa peau, et donc, voilà. Continue. Et ça continue, et aujourd'hui, c'était mieux éduqué. Les gamins, ils mettent une crème sur le visage comme ils mettent un déo, quoi. J'exagère, mais à peine. Mais on a quand même, vous voyez, le spectre est assez large, et ce qui est intéressant, à quelques surpondérations près, mais la répartition de nos clients sur le territoire français est à peu près conforme à la répartition des hommes sur le territoire français. Donc c'est pas un phénomène de mode réservé aux bobos de je ne sais quel quartier ou aux caisses. Paris Intramuros, c'est même pas 15%. D'accord. Donc vous voyez, c'est assez, alors effectivement, il y a des petites surpondérations, mais il y a aussi peut-être une pondération liée au fait qu'il y a des hommes qui n'ont pas à proximité de chez eux ce type d'offres qui leur conviennent. Donc la zone rurale ou plus non, non, il a ça, oui. Mais enfin, que ce soit en agglomération, je ne pense pas que ce soit... en tous les cas, si ça joue, il n'y a pas que ça. D'abord, il y a le côté pratique. Vous le faites livrer au bureau, par exemple. C'est sur votre bureau 2 jours après, hein. Mais dans un carton, avec vous qui savez ce que c'est. Oui. Et du coup, je sais pas, mais même moi, le samedi, j'ai autre chose à faire que... Oui, donc vous préférez que ça vous arrive et puis pas besoin d'aller chercher. Voilà, alors en plus, sur Paris, c'est peut-être plus simple. Il y a des endroits où c'est pas simple. Oui. Il y a des endroits où c'est pas simple. Et puis voilà, là, on vient pas, mais il faut comprendre que l'acte d'achat est très impliquant. Quand je vous donnais nos best-sellers, par exemple, notamment les produits raffermissants, vous imaginez monsieur machin, qui va à la parfumerie Grain de Beauté, qui est une ville, je sais pas, à 15 000 habitants. Sous réserve qu'il y ait des produits raffermissants pour hommes. C'est pas gagné. Là, Madame Michu, qui voit que monsieur machin, il achète des produits raffermissants. Hein, elle a saupotin pour 15 jours. Bon. C'est là où aussi il y a une limite. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif, c'est encore un acte un peu exceptionnel. C'est que l'homme, il n'est pas supposé acheter des produits raffermissants. C'est ça que ça veut dire. Où on se pose pas la question. En fait, on se pose pas la question, mais les hommes ont des vraies attentes, alors qu'ils ne formulent pas forcément, mais que finalement on se rend compte qu'elles sont vraiment là. Mais pour ça que je vous parlais... on est en train de subir quand même un peu dictat des femmes, c'est-à-dire que subissent les femmes, je veux dire, qu'il faut rester en forme, etc. C'est un peu ça. Et je me pose une question. Vous allez développer du conseil, de l'accompagnement. À part le site internet et la boutique, vous avez une plateforme d'accueil téléphonique de consultants, de conseillers qui vont pouvoir... On a un service client, bien sûr, qui vous répond. Et quand vous appelez le service client, on vous pose la question de savoir si vous voulez un conseil sur les produits, un suivi de votre livraison ou un autre sujet. Mais c'est fréquent ça, avant l'achat, que les gens appellent pour se faire orienter, avoir une problématique particulière, etc. C'est fréquent. Dans la mesure où il y a déjà un certain nombre de réponses sur le site et qu'on s'efforce d'apporter le maximum d'éléments pour que l'homme puisse acheter le produit qu'il lui faut, il y a peut-être, vous voyez, sur les 30 000 clients actifs, il y en a combien, ça fait combien d'appels d'avant-vente par mois, par exemple? Je sais pas, vous avez quoi, entre 50 et 100, mais c'est pas... Donc c'est très marginal. C'est très marginal. Hein. Oui, donc les gens appellent vraiment dans les cas exceptionnels. Mais en revanche, ils le font par mail beaucoup. D'accord. Ah oui. Ah oui, puis alors, ils prennent je peux vous dire que parfois on a des questions
Alors voilà, et te dire que je me rase comme ça, mais c'est bien, moi je trouve ça bien, c'est que c'est qu'on a, enfin, pas on a réussi, parce que je suis désolé que chaque matin on repart de zéro, Oui. mais que en tous les cas il semble qu'on soit dans la bonne voie, parce que en termes de confiance, parce que si un homme prend le temps de vous écrire ça, c'est-à-dire qu'il sait qu'il envoie son message à la bonne adresse et qu'il aura la bonne réponse. Ça, c'est une légitimité. Mais c'est ce que j'appelle créer une relation de confiance inscrite dans la durée. Et c'est la légitimité, enfin vous ne faites rien sans légitimité, sans service client. Et alors si vous deviez refaire le parcours 2004, 2005, 2006, qu'est-ce que vous changeriez dans votre expérience? Rien. Là pour l'instant vous êtes dans ce que vous considérez une sorte de sans faute? Si je vous dis oui, vous allez dire les prétentieux. Si je vous dis non, vous allez me dire lesquels. La question n'est pas sans faute, c'est que vous avez eu chaque marge d'erreur et que vous avez on corrigé, trouve, je pense que c'est à faire. Bon. Avec le retour, il y a peut-être des choses qu'on aurait anticipées, etc. En revanche, là où on en est aujourd'hui, au bout de 4 ans, ne venant pas du secteur, enfin, on n'a pas l'habitude de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, voire la veille. Ça, nos équipes vous le diront. Je pense que si c'est combien de personnes aujourd'hui, on est 8. 8, oui. Voilà. Donc, c'est une équipe d'origine pratiquement? Ou est-ce que certains oui, d'autres non, mais il y a eu un certain nombre de mouvements parce que c'est quand même enfin, l'esprit start-up, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et voilà. Et la boutique, vous avez l'esprit start-up dans la boutique aussi? Ou est-ce que c'est une boutique comme une boutique? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a deux... Ah, c'est pas une boutique comme une boutique, c'est la boutique Comptoir de l'Homme. Elle est unique en son genre, je vous assure. Oui, mais je veux dire par là, est-ce qu'on est dans le commerce traditionnel quand on est dans une boutique, alors que dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est une aventure plutôt start-up, Internet, nouveaux canaux de communication, etc. Est-ce que l'état d'esprit qui anime des créateurs de start-up, est-ce que vous avez réussi à le recréer dans la boutique ou est-ce que c'est un univers différent? Ah, mais alors il y a une vraie cohérence quand même en termes de service, en termes d'offres, oui. en termes de service et puis en termes de code couleur, etc. Il y a une vraie cohérence. Vous avez exactement le même dynamisme dans la boutique, ça je peux vous le dire, oui. Dans la boutique que sur le site. Et il y a une chose, pour vous donner, là je me fais porte-parole et écho de ce que les marques nous disent, hein. Même les grandes marques de parfums, quand elles arrivent chez Comptoir de l'Homme, enfin, on leur parle, on leur dit enfin, la mission qu'on pense avoir et ce qu'on veut faire, ils nous disent enfin, c'est du service comme l'était la distribution enfin, traditionnelle qu'on ne retrouve plus. On ne retrouve plus. Donc il y a cette même volonté de service client, mais dans un univers rock'n'roll quand même. Ouais, alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que justement votre service client et l'accès à votre site internet a été mesuré par notre baromètre qui s'appelle Il y a quelqu'un, justement, comme étant un des très bons services. C'est pour ça qu'on a proposé de vous recevoir pour vous parler de cette expérience, parce que justement, dans l'univers des sites marchands internet, il y a beaucoup d'approximations en matière de qualité de service, et qu'on s'est aperçu que souvent, les grandes marques n'étaient pas très performantes dans ce domaine-là, et que parfois, justement, quand on est dans l'esprit start-up, curieusement, alors qu'on a plein d'autres choses à régler, on est quand même très souvent très attentif à l'aspect justement relation et service au client. Ça nous se pose même. Ça paraît évident. Mais nous, c'est ce que je dis tout le temps, on a 3 principes, c'est 1, service client, 2, service client, 3, service client. Alors ça paraît peut-être ridicule, mais on ne fait pas les choses pour se faire plaisir, on fait les choses parce que c'est pour le client. Enfin, quand je vous parle on a un rôle à faire, on a un contrat, une espèce de contrat moral à tenir. Si effectivement vous développez, c'est bien que vous voulez apporter de la valeur, ou alors si vous le faites juste pour vous faire plaisir, c'est pas la peine. Quoi. Alors dans 5 ans, en 2015, j'aurai 45 ans. Et vous aurez combien de clients d'après vous? Beaucoup plus. Est-ce qu'on est en train de parler de millions de clients? Est-ce qu'on est en train de parler de millions en France? Non, pour vous, globalement. Non, à terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de déployer en France toutes les mécaniques, enfin, toutes
toutes les mécaniques. J'aime pas le terme de mécanique parce qu'il y a un côté calcul, Oui. mais tous les canaux. les différents canaux et les différents leviers qu'il peut y avoir, notamment pour faire émerger la marque, et que les hommes sachent que finalement, Comptoir de l'Homme existe, avec, selon vos propres propos, une qualité de service qu'on peut envier. Donc on va travailler là-dessus, et effectivement, à terme, on envisage, enfin dans notre stratégie, il y a effectivement le déploiement à l'international, sur la CE en tous les cas, qu'on livre déjà. Le site est disponible en langue anglaise, mais nos efforts marketing, etc. aujourd'hui sont concentrés sur la France. Bien sûr, ouais. Et effectivement, d'autres boutiques, pourquoi pas. C'est un peu prématuré, c'est pas, je ne veux pas être cachotier, c'est juste que, vous savez, au fur et à mesure, les choses s'ajustent. Oui. Et votre enjeu, il se situe presque dans les rapports que vous pouvez avoir avec les marques. Parce qu'en fait, vous êtes pour eux, s'il y a réellement synergie, un bras de levier pour ce marché masculin. Bien sûr. Pas si simple. Mais donc ils peuvent très bien compter sur vous en partie et vous-même sur eux. Je vous le confirme, voilà. Modestement, mais il y a les marques, et des marques que vous connaissez très bien et dont vous voyez la publicité partout, travaillent avec nous et font des choses avec nous. Ils font même des tests avec nous sur des stratégies de communication, enfin des propositions de service client. Enfin, ils font des choses avec nous qu'ils ne font avec personne d'autre, mais parce qu'on est les seuls à faire ça. Comptoir de l'Homme, enfin, il n'y a pas de... Et donc, une question rituelle, vous êtes optimiste? Absolument. Ah ouais, ouais. Mais heureusement, sinon, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, donc... Écoutez, merci de cette expérience positive et enthousiaste. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. Avec plaisir, merci.